Un mari mort. 2 cercueils sont commandés. Le village commence à chuchoter. Bienvenue sur Dossier France, je suis votre hôte Étienne. D'où regardez-vous? Partagez-le dans les commentaires, j'aimerais le savoir. Vous donnez vie à ce cercle mystérieux. Entrons dans le vif du sujet. C'était le genre de journée qui donnait envie de s'attarder devant une seconde tasse de thé. Chaude sans être brûlante, le ciel d'un bleu doux et clément, et les bourdonnants d'abeilles faisant leur devoir quotidien. À Saint-Mildredès, ce genre de village qui comptait 3 églises, une épicerie et un scandale tous les 15 jours, un tel temps était une bénédiction. Il encourageait les gens à s'asseoir dans leur jardin, à échanger des haricots et des ragots, et à oublier leur rancune le temps de sourire à un voisin. Miss Jane Marple, vieille fille indépendante et dotée d'une mémoire incomparable, était assise dans son jardin de Dunmead Cottage, comptant les secondes entre les visites d'un bourdon à la digitale. Elle avait découvert, au fil des ans, que la nature suivait des schémas similaires à ceux des humains, mais avec moins de mensonges. Son calme fut interrompu par la vue de la jeune Lily Candon courant à bout de souffle dans l'allée, ses couettes flottant comme des signaux de sémaphore. Elle s'arrêta devant le portail de Miss Marple, partagée entre politesse et excitation. « Oui, Lily. » La voix de Miss Marple était douce mais précise. « C'est Madame Banbury » s'exclama la jeune fille. Elle était aux pompes funèbres. Elle a commandé 2 cercueils. Miss Marple haussa un sourcil blanc comme neige. « Vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « Et qu'a dit M. Devril à ce sujet ?» Lily gonfla les joues. Il avait l'air bizarre. Il est allé directement dans l'arrière-boutique. Je l'ai vu parce que je livrais des œufs et que la porte était ouverte. Ah, comme c'est souvent le cas quand on veut être entendu. Miss Marple posa sa tasse de thé. Allez, ma chérie, et souviens-toi de ce que je t'ai dit sur le fait de répéter des choses qui ne sont peut-être pas encore vraies. Lily hocha la tête, pas vraiment réprimandée, et s'éloigna en sautillant. Mais la pensée est restée. 2 cercueils. Chose étrange, surtout de la part de Madame Edwina Banbury, veuve depuis peu et peu vue hors de son cottage depuis les funérailles 3 semaines auparavant. Elle n'était pas appréciée à Saint-Mildred, polie à l'excès, mais distante, pour être charitable, encline à une austérité pragmatique qui ne lui convenait jamais. Elle était cependant riche, comme l'avait laissé George Banbury, ancien propriétaire de Banbury et Timber Merchant à Oxford. L'idée aurait pu passer pour une simple bagatelle curieuse, Saint-Mildred en était pleine, si ce n'était pas le fait que, dès le lendemain matin, Madame Banbury a organisé un témoin, c'était une affaire sélective. Seulement 10 dames étaient invitées, toutes d'un certain niveau social et d'un certain tempérament. Miss Marple, à sa grande surprise, était parmi elles. Elle soupçonnait que cela tenait moins à l'affection personnelle qu'à l'observation. Madame Banbury avait remarqué que Miss Marple remarquait toujours. Le thé se tenait sur la pelouse arrière de The Larch, la résidence des Banbury, une sombre maison carrée en briques, ombragée par une édif et imprégnée d'une odeur éternelle de naphtaline et de cirage au citron. La veuve elle-même accueillait les invités vêtus d'un gris lavande, son deuil adouci d'une teinte appropriée, après un mois respectable. « Je suis ravie que vous ayez pu venir, Miss Marple, dit-elle avec un sourire fragile. Vous, plus que quiconque, comprenez le confort de la routine. Ça, et un bon gâteau éponge, répondit Miss Marple. Le thé se poursuivit au rythme des bavardages habituels. La goutte de Madame Durley, la nièce du colonel Havering renvoyée de l'école de finition pour des raisons non précisées, et des spéculations sur la question de savoir si la nouvelle femme de chambre du vicaire était trop jolie pour être digne de confiance. Mais sous tout cela, il y avait un courant d'autres choses, quelque chose de sous tension. Miss Marple remarqua la mâchoire serrée de Madame Banbury, le léger tremblement dans sa tasse de thé, et son regard non pas vers la chaise vide à côté d'elle, celle de George, sans doute, mais vers le portail du verger à l'orée de la propriété. C'est en versant plus de Darjeeling que Madame Banbury, presque avec désinvolture, dit « C'est étrange comme on oublie vite les morts, vous ne trouvez pas ?» Un instant, on est entouré de condoléances, et l'instant d'après, on dirait qu'ils attendent qu'on oublie aussi. Le deuil prend des chemins différents, murmura Mademoiselle Hartnell, qui avait enterré 3 maris et clignait à peine des yeux. Certains le vivent à pied, d'autres l'enterrent. Oui, répondit Madame Banbury d'un ton presque absent, et certains s'y préparent à l'avance. La remarque fut maladroite. Mais Miss Marple, habituellement insensible à ce genre de frémissements sociaux, marqua un temps d'arrêt.
Ce n'est qu'au moment de se séparer que Madame Banbury dit quelque chose d'encore plus étrange. Elle prit la main de Mademoiselle Marple, la tint un peu trop longtemps et murmura. On dit qu'un cercueil, c'est une tragédie. Mais c'est de la planification. Vous ne trouvez pas? Miss Marple cligna des yeux. Ma chère Madame Banbury, dit-elle doucement, je trouve que ce que les gens planifient avec le plus de soin est souvent ce que les autres attendent le moins d'eux. Plus tard dans l'après-midi, la nouvelle s'est répandue comme des cendres emportées par le vent. Madame Banbury avait été retrouvée morte dans son salon, affalée à côté d'une tasse de thé renversée. Le médecin fut appelé, ainsi que l'agent Merryweather. Et peu après, le coroner confirma le décès par intoxication digitalique. C'était tragique. C'était soudain. Et c'était profondément déconcertant. Car le thé avait été versé de la main même de Madame Banbury, servi dans sa propre théière, et bu par personne d'autre. On murmurait le suicide, mais les rumeurs n'avaient pas porté loin. Madame Banbury était partie. Pas de note, et aucune raison apparente n'était apparente. Son défunt mari était mort proprement, quoique subitement, d'une insuffisance cardiaque. Pas de scandale, pas de dette, pas de signe de dépression. Mais ce qui a fait froncer les sourcils et murmurer même les villageois les plus sceptiques, c'est ceci. Dans l'arrière-boutique de Devry-les-Sons, 2 cercueils j'ai attendu. Une taille pour femme. Une plus petite, plus étroite. Miss Marple, rentrant chez elle le lendemain matin en passant devant les pompes funèbres, s'arrêta pour ajuster son chapeau et dit à personne en particulier. Eh bien, cela soulève plutôt la question. À qui était destiné le deuxième? Le choc de la mort d'Edwina Banbury traversa Saint-Mildred comme un courant d'air froid sous la porte d'une église. Lorsque les cloches de midi sonnèrent à Saint-André, tout le village savait non seulement que la veuve était morte, mais qu'elle l'avait fait de façon que certains appelaient, déjà, dramatique. Il y avait quelque chose de désagréable à le formuler ainsi, bien sûr, mais la bienséance n'avait jamais résisté longtemps à la nouveauté, à Saint-Mildred. Chez l'épicier, Madame Letcham a qualifié ce geste de pur suicide. À la poste, M. Elton a affirmé que la veuve avait des ennemis. Et au salon de thé, où de vieux rideaux tamisaient la lumière du soleil dans une obscurité paisible, l'opinion générale était qu'elle était devenue complètement folle. Miss Marple, assise près de la fenêtre avec son tricot, écoutait les théories se dérouler. C'était un mariage solitaire, voilà ce que c'était. Dit Madame Crane, qui avait autrefois été la compagne d'une dame titrée et se considérait donc comme une référence en matière d'organisation domestique. Elle n'avait jamais l'air heureuse. Elle avait toujours cet air tendu, comme si elle serrait les dents contre la vie. J'ai entendu dire que George Banbury était une brute, murmura Nora Beck, dont le mari avait la réputation de s'affaiblir devant le chéri. Pas avec les poings, mais avec le sang. Je crois qu'elle a tout simplement craqué. Oh, n'importe quoi, renifla Madame Crane. Elle dirigeait cette maison comme une gouvernante. Elle ne laissait même pas passer le jardinier au-delà de la remise à outils. Elle se faisait livrer toutes ses courses, et ses ordonnances aussi. Vous me dites que c'est une femme incapable de se prendre en charge. Miss Marple émit un léger bourdonnement, un son qui pouvait être confondu avec un acquiescement ou une digestion, et fit bouger ses aiguilles. Elle avait observé, au fil des années, qu'en période de choc, les gens avaient tendance à expliquer les choses de manière à ce qu'elles soient plus claires. Eux se sentir en sécurité. Si c'était un suicide, eh bien, c'était triste, mais définitif. Si c'était du deuil, alors on pouvait le ranger parmi les autres histoires de cœurs brisés par le temps. Mais Miss Marple ne pouvait pas oublier le deuxième cercueil. Elle l'avait aperçu, très distinctement, la veille, en passant devant Devry et fils. Une boîte étroite, de la taille d'un enfant. En bois clair, du genre que M. Devry proposait aux familles désireuses de dignité, à petit prix. Pourtant, il n'y avait aucun enfant connu dans la maison Banbury. Pas de nièce en visite, pas de fils de compagne. Personne n'avait vu un enfant entrer ou sortir. Elle avait déjà demandé, gentiment, au presbytère si les Banbury avaient accueilli quelqu'un récemment, peut-être un parent éloigné. La réponse avait été non. Edwina Banbury vivait seule depuis les funérailles de son mari et décourageait les visites, sauf de brèves et régulières doses. S'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, personne à Saint-Mildred n'en savait rien. Mais il fallait s'attendre à ce que quelqu'un meure. On n'a pas commandé 2 cercueils par hasard. Plus tard dans l'après-midi, l'agent Merryweather s'arrêta à Dunmead Cottage pour discuter. Il arriva, l'air mal à l'aise, chapeau à la main,
se déplaçant sur le chemin de gravier comme un garçon prêt à admettre une vitre cassée. Miss Marple l'accueillit à la porte avec un sourire. « Vous venez prendre une tasse de thé, Monsieur Merriweather, ou pour quelque chose que vous préférez ne pas dire? » « Eh bien, je ne refuserai pas un biscuit, » admit-il en rougissant. « Mais je suis aussi censé te demander si... Eh bien, tu étais au thé de Banbury, n'est-ce pas? » « Oui, » dit-elle en le conduisant à la table du jardin. « Et je dois dire que je n'ai jamais vu une hôtesse aussi distraite par le portail de son verger. » Il marqua une pause, surpris. Elle regardait sans cesse vers le verger, à plusieurs reprises, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. L'agent rumina, puis accepta un biscuit au gingembre avec un hochement de tête reconnaissant. Le docteur Crossley dit que c'était de la digitaline. Cas propre. Aucun signe de lutte. Juste elle, effondrée dans le salon, à côté d'une théière. Et la coupe. Un seul utilisé. Le sien. Alors nous supposons qu'elle l'a versé elle-même. À moins que quelqu'un le lui apporte et le range. Miss Marple hocha la tête. La maison a-t-elle été fouillée? Autant qu'on le peut. Son notaire est arrivé ce matin. Un certain Hartston. Plutôt vif, tout en mallette et en vérifiant l'heure. Il a dit qu'il n'y avait pas de testament au-delà de celui d'il y a 8 ans, tout à George Banbury, et aucune mise à jour depuis. Aucune mention de la famille. Aucun proche. Le notaire prévoit d'avertir le bureau des successions d'ici la fin de la semaine. Miss Marple posa sa tasse. « Monsieur Merriweather, dit-elle doucement, je me demande si vous accepteriez de demander quelque chose d'un peu étrange à une vieille dame. » Il cligna des yeux. « Certainement, madame. Quelqu'un a-t-il examiné le verger? » Il marqua une pause, le biscuit à mi-chemin de sa bouche. « Le verger? Oui. Je crois que madame Banbury attendait que quelqu'un franchisse ce portail. Et sinon, à travers ça, alors au moins émerger depuis il. » L'agent se gratta le menton. « Ça ne coûte rien de regarder, je suppose. Mais je ne pense pas. Ce n'est pas une question de ce que nous pense, Monsieur Merriweather, dit-elle doucement. C'est à propos de ce qu'elle a attendu. » Ce soir-là, juste avant le crépuscule, le gendarme se promena dans le verger de Banbury. Il remarqua le silence pesant, le parfum âcre des vieilles pommes, la brume ondulante du début de l'été qui montait entre les arbres. Rien ne semblait anormal, jusqu'à ce qu'il atteigne le coin le plus éloigné, près du treillis brisé. Là, derrière un monticule de ronces, il a repéré une chaussure d'enfant. Vieux, en cuir, éraflé et sale. Mais incontestablement celui d'un enfant. Et à côté, à moitié recouvert de feuilles mortes et de terre, se trouvait quelque chose de pire. Une petite poupée à la tête fêlée et au visage blême. À son retour à Dunmead Cottage, il paraissait avoir 10 ans de plus. Miss Marple le rencontra à nouveau sur le chemin, calme et sans surprise. « Tu avais raison, » dit-il d'une voix rauque. Quelqu'un était là. Elle hocha la tête. Et c'est peut-être encore le cas. Je pense que nous en saurons plus demain matin. Mais qui serait ce? Un petit enfant? L'enfant d'un domestique? Il n'y a rien dans les archives. C'est précisément ce qui rend cela intéressant, dit Miss Marple. On ne cache pas ce qui n'a pas besoin d'être caché. Et le deuxième cercueil. Miss Marple le regarda, son expression indéchiffrable. Je pense, Monsieur Merriweather, que ce n'était pas pour quelqu'un qui était décédé, mais pour quelqu'un que madame Banbury croyait serait mourir. Peut-être, quelqu'un dont elle craignait qu'il ne soit pas autorisé à vivre. Le gendarme pâlit. Miss Marple croisa les mains. « Nous devons retrouver cet enfant, » dit-elle, avant que celui qui l'a mise là ne revienne pour terminer ce qu'il a commencé. Le soleil matinal apportait une paix trompeuse à St. Mildred, baignant les toits des chaumières d'un or chaud et faisant scintiller les haies de rosée. Mais sous le calme apparent du village, quelque chose avait changé. Les murmures se faisaient plus aigus. Les regards se portaient plus fréquemment vers le sentier du verger derrière les mélèzes. La mort d'Edwina Banbury avait été suffisamment troublante. La découverte des affaires d'une enfant cachée à un endroit où aucun enfant n'aurait dû se trouver transformait cette inquiétude silencieuse en quelque chose de proche de l'effroi. Miss Marple, qui n'était pas du genre à attendre le destin, se leva tôt et plaqua un petit chapeau sur ses cheveux soigneusement bouclés. Elle avait mal dormi. Son esprit avait retourné chaque regard, chaque hésitation, chaque remarque désinvolte formulée lors de ce thé maudit. Le portail du verger était devenu un symbole. De quoi? Elle l'ignorait encore. Mais elle comptait bien le découvrir. Elle arriva au large juste au moment où M. Hartston,
L'avocat entrait. Il se retourna, surpris, mais parvint à esquisser un sourire crispé. « Miss Marple, c'est ça? Du goûter, oui? J'espère ne pas vous déranger, dit-elle poliment. Il m'est venu à l'esprit que les affaires de Madame Banbury étaient peut-être inhabituellement compliquées. Hartston la regarda de haut. Ses affaires sont plutôt simples. Pas d'enfants, pas de frères et sœurs, pas d'instructions, hormis le testament de juillet 1937. À moins que vous ne soyez ici pour faire une réclamation. Miss Marple surgenimet. Non, monsieur Ardestone. Simple curiosity. La connaissiez-vous bien? Privilégiant le professionnalisme. Mon cabinet gérait les comptes de son mari. Elle préférait les documents papier. Très efficace. Manquait de sensibilité, ce que je trouve agréable chez une cliente. Et qu'en est-il de la mort soudaine de son mari? A-t-elle jamais exprimé la moindre inquiétude au sujet de son cœur? Hartston cligna des yeux. Non. Aurait-elle dû? Miss Marple ne répondit pas. Elle le remercia et retourna vers la grille, satisfaite de la confirmation de ses soupçons. L'avocat ne savait rien de valable, mais il avait, sans le savoir, vérifié cela. Personne semblait savoir d'où venait cet enfant, ou pourquoi Madame Banbury avait préparé un cercueil pour elle. Elle contourna lentement la maison en direction du verger. L'agent Meriwether se tenait près du treillis avec le sergent Hadley de Mushwitam, chargé de superviser l'affaire, maintenant qu'elle avait, selon ses propres termes, pris une tournure plus sombre. Le gendarme parut soulagé de la voir. « Nous avons trouvé des empreintes de pas petites, sous l'arbre près du mur d'enceinte, dit-il à voix basse. Aucune trace de l'enfant, cependant. Mais elle a dû passer par ici récemment. Il y avait un emballage de biscuits et un morceau de peau de pomme à proximité. Je pense qu'on la nourrissait en cachette. Une enfant cachée, murmura Miss Marple. Ou peut-être se protégeant elle-même. Hadley eut un petit rire. Allons, Miss Marple. Un enfant effrayé ne resterait pas caché bien longtemps. Pas après une mort pareille. Et je suppose que cette femme était dérangée. Peut-être, dit Miss Marple. Mais j'aimerais savoir à qui elle cachait l'enfant. Depuis. Hadley lui lança un regard pincé et se retourna vers le verger. À midi, les recherches s'étaient étendues. De jeunes garçons du village avaient été rassemblés pour aider à ratisser les bois au-delà du verger. Lily Candon et deux autres enfants affirmaient n'avoir jamais vu de fille près des mélèzes, mais ils se souvenaient avoir entendu quelque chose un soir. Des pleurs, disaient-ils, comme ceux d'un chaton. Ils n'y avaient guère prêté attention. Personne ne soupçonnait que des enfants soient gardés dans les vergers. Pendant ce temps, Miss Marple visitait l'apothicaire, où M. Elphinstone tenait des registres méticuleux de chaque teinture et tonique vendue au cours des 20 dernières années. « Digitalis » dit-il en ajustant ses lunettes. « Oh, oui. J'ai prescrit une ordonnance à Madame Banbury le mois dernier. Ce n'est pas rare. Elle a dit que c'était pour son cœur. J'avais des doutes, elle ne semblait pas du genre à admettre sa faiblesse. Et elle venait souvent elle-même. Une fois de temps en temps, dit-il. D'habitude, elle envoyait des petits mots ou payait des jeunes garçons pour récupérer des choses. Mais la dernière fois qu'elle est venue, elle a demandé un sédatif. Quelque chose de doux. Je lui ai donné une teinture de valériane. Parfaitement inoffensif. Miss Marple fronça les sourcils. A-t-elle déjà demandé quelque chose de plus fort? Non, et je m'en serais souvenu. Elle était très précise dans ses demandes. C'est étrange, maintenant que j'y pense, elle semblait agitée la dernière fois. Pas vraiment malade, en fait. Mais comme si elle essayait de prendre une décision difficile. Comme si le temps pressait. De retour à Dunmead Cottage, Miss Marple relut ses notes de journal. Le deuxième cercueil. Un enfant secret. Une femme regardant par-dessus son épaule, vers le portail du jardin. Et l'étrange commentaire fait au goûter. On dit qu'un cercueil, c'est une tragédie. Mais c'est de la planification. Qu'est-ce qu'une femme comme Edwina Banbury aurait pu planifier? Ce soir-là, le sergent Hadley sonna à sa porte. Il semblait fatigué. Aucun signe de l'enfant, admit-il. Mais nous avons trouvé autre chose. Il y a une lettre, à moitié brûlée dans la cheminée du salon. Les bords avaient disparu, mais... Est-ce qu'il en restait suffisamment pour suggérer qu'elle avait été écrite par Madame Banbury à une certaine Clara? Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Clara? Elle a écrit. Je ferai ce que je dois, mais tu ne dois pas essayer de m'en empêcher. Je ne la laisserai pas retourner à lui. Pas encore. Pas de nom,
Pas d'adresse de retour. Connaissez-vous une Clara dans le village? Personne du coin. Mais ce nom n'appartient peut-être pas à un villageois. Miss Marple se rassit dans son fauteuil. Je me demande, sergent, si nous ne regardons pas les choses sous un mauvais angle. Peut-être que l'enfant n'appartenait pas du tout à Madame Banbury. Peut-être était-elle, garde la protéger pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui essaie de la protéger. De qui? Cela, dit Miss Marple, nous devons encore le découvrir. Le lendemain matin, la première véritable rupture eut lieu. Une jeune fille, maigre, pieds nus, l'air profondément méfiant, fut trouvée près de la berge par 2 promeneurs. Elle n'avait ni manteau, ni affaires, et refusait de donner son nom. Elle avait une tache de naissance pâle sur le cou et des ecchymoses aux 2 poignets. Conduite au presbytère pour se reposer, elle resta assise en silence pendant près d'1 heure, jusqu'à l'arrivée de Miss Marple. La jeune fille leva alors les yeux sans crainte, mais incertaine, et murmura. « Êtes-vous la dame du jardin? »« Je le suis, » dit doucement Miss Marple. « Et tu ne dois pas avoir peur, mon enfant. Personne ici ne te veut du mal. » « Elle a dit que j'étais en sécurité, » répondit la jeune fille, les yeux brillants de larmes soudaines. « Madame Banbury a dit que personne ne pourrait m'emmener tant qu'elle serait en vie. »« Et elle avait raison, » dit Miss Marple, la voix ferme malgré la douleur dans la poitrine. « Vous êtes en sécurité maintenant. Mais j'ai besoin de savoir, quel était votre nom avant qu'elle ne vous amène ici. » La fille hésita, puis dit, d'une voix à peine audible, « Lucie. »« Et de qui te protégeait-elle? »« Lucie ?» La fille déglutit difficilement, puis murmura, « Mon père. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. La réponse commençait enfin à se dessiner. Elle laisserait la police traquer les noms et les traces écrites. Elle regarderait plutôt dans les angles morts du village, les endroits calmes où les monstres vivaient derrière des sourires polis. Et elle retrouverait Clara. Lucie resta au presbytère sous la douce surveillance de Madame Weatherby, qui avait autrefois pris en charge 3 orphelins évacués pendant la guerre et avait depuis développé une attitude chaleureuse et compétente qui permettait aux enfants de se sentir en sécurité. La jeune fille, toujours pâle et méfiante, s'accrochait au silence comme à un bouclier, ne parlant qu'à voix basse et tressaillant aux mouvements brusques. Elle avait peu parlé depuis qu'elle avait révélé son nom et la mention effrayante de son père. Mais Mademoiselle Marple avait suffisamment vu d'enfants et de dégâts pour savoir que le silence, lui aussi, était une forme de témoignage. De retour au village, cependant, l'enquête prit un tour plus urgent. Le sergent Hadley et l'agent Merryweather entamèrent la longue et fastidieuse recherche de Clara, une femme sans nom de famille et sans lien évident avec Saint Mildred. La lettre retrouvée dans la cheminée de Madame Banbury n'offrait que de vagues indices. Ils la lurent et la relurent, espérant qu'elle en tirerait davantage. « Clara, tu sais que je ne peux pas la ramener. Je ferai ce que je dois, mais tu ne dois pas essayer de m'en empêcher. Je ne la laisserai pas retourner à lui. Pas encore. Ce qui s'est passé la dernière fois était déjà trop. S'il vient ici, je serai prête. J'ai pris mes dispositions. » L'expression « prendre des dispositions » a glacé tous ceux qui l'ont lu. À la lumière des 2 cercueils, elle semblait désormais trop littérale. Pourtant, tandis que la police scrutait l'extérieur, Miss Marple se tournait vers l'intérieur, vers le village. Si Clara était passée par Saint Mildred, quelqu'un l'aurait remarqué. Un nouveau visage, même pour une journée, ne pouvait que laisser une trace. Elle a commencé avec la femme du boulanger local, Madame Pertwee, qui avait autrefois dirigé une pension de famille à Bournemouth et observait encore les gens avec l'œil d'un aubergiste. « Clara, vous dites ?» demanda Madame Pertwee en pétrissant la pâte, les coudes farinés jusqu'au coude. « Ça ne me dit rien. Mais une femme est venue il y a 2 semaines et a demandé son chemin pour aller au Mélèze. Elle était plutôt jeune, la trentaine, peut-être. Elle avait l'air d'avoir grandi en ville. Un peu nerveuse, elle jetait sans cesse des coups d'œil derrière elle. Miss Marple hocha la tête. A-t-elle dit son nom? Non, mais elle a laissé un mouchoir, propre, avec un C brodé en bleu. Je l'ai gardé, je voulais l'envoyer aux objets trouvés, mais je l'ai oublié. Elle le sortit d'un tiroir. Miss Marple le retourna lentement entre ses mains. La broderie était démodée et délicate. Pas le genre de choses qu'on achète en ville. Plutôt faite à la main, offerte avec affection. Pourriez-vous la décrire plus en détail? Demanda Miss Marple. Madame Pertwee plissa les yeux. Cheveux noirs, attachés en arrière. L'air fatigué. Elle portait des gants malgré la chaleur, des gants couleur crème. Et elle avait un accent londonien.
Ça, je m'en souviens. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Si Clara était venue à St. Mildred, elle était venue seule, et avec beaucoup de prudence. Sans doute avait-elle confié Lucy à Edwina Banbury par désespoir. Et Edwina, malgré sa froideur, avait accepté d'héberger l'enfant, peut-être même par un profond instinct maternel. Mais quel genre d'homme Clara serait-elle si désespérée de fuir qu'elle laisserait sa fille derrière elle? Ce soir-là, Miss Marple invita le révérend Somerton à prendre le thé. Elle demandait rarement des faveurs au vicaire, mais il connaissait les méandres du village presque aussi bien qu'elle, et ses archives s'étendaient bien au-delà de la chair. Il y a quelque chose de familier dans le nom Clara, dit-il en versant du sucre dans son thé avec une extrême prudence. Pas du coin, non, mais je crois qu'il y avait une femme nommée Clara Whitby qui correspondait avec Madame Banbury par l'intermédiaire d'œuvres caritatives religieuses. Des dons pour des refuges pour femmes. Ça pourrait être quelque chose? Tout à fait, dit Miss Marple. Avez-vous l'adresse d'une lettre? Le vicaire fronça les sourcils, pensif, puis hocha la tête. Je crois que nous les avons déposées dans la boîte à lettres paroissiale. Je demanderai à Madame Weatherby de les déterrer demain matin. Mais l'instinct de Miss Marple l'avait déjà devancé. Clara Whitby. Le nom lui semblait approprié. Elle prit note de vérifier à la gare le lendemain matin si une Miss Whitby était passée récemment et si elle avait acheté un billet de retour. Pendant ce temps, le sergent Adley n'était pas resté inactif. Il avait dressé la liste des contacts d'affaires connus de George Banbury. La plupart étaient des hommes d'Oxford à la voix douce et au registre bien tenu. Mais un nom se détachait du lot. Harlan Creel, un importateur possédant des participations à Londres et dans les Midlands. Un homme décrit dans les lettres de Banbury comme un bulldog sous pression, mais pas plus digne de confiance qu'une anguille dans une baratte à beurre. Adley et Meriwether se rendirent à Oxford pour enquêter. Il s'avéra que Creel était un invité fréquent de la maison Banbury 3 ans auparavant, bien que personne ne l'ait revu depuis la mort de George. Quand Adley a demandé des nouvelles de Creel à son adresse enregistrée à Marylebone, la propriétaire s'est immédiatement tue. « Je ne sais pas où il est allé, » dit-elle sèchement. « Il est parti il y a des mois. Pas d'adresse de réexpédition. »« A-t-il reçu des visiteurs ?» demanda Adley. « Une seule fois. Une femme. 2 fois, peut-être. » Silencieux. On aurait dit qu'elle avait pleuré dans le train. Je n'ai pas insisté. Non. Elle a demandé Monsieur Creel. Elle a dit qu'elle était sa femme. Cela a suffi à lancer des recherches plus approfondies. Une vérification des registres londoniens a révélé un certificat de mariage. Harlan Creel et Clara Whitby, mariés il y a 5 ans. Un enfant, Lucy, né 2 ans plus tard. Miss Marple ne fut pas surprise lorsqu'Adley lui annonça la nouvelle. Elle l'avait déjà deviné en voyant les bleus sur les poignets de Lucy, en lisant la lettre de Clara, en imaginant la détermination farouche d'Edwina Banbury préparant un second cercueil. Clara a fui un mari violent, dit simplement Miss Marple. Probablement avec à peine plus que les vêtements qu'elle portait. Elle savait qu'il s'en prendrait à elle, alors elle a envoyé Lucy chez la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance, qui ne faisait pas d'histoire et ne posait pas de questions. Madame Banbury. Mais pourquoi Edwina accepterait-elle ça? Demanda Adley. Elle n'était pas connue pour sa charité. Peut-être en savait-elle plus qu'elle ne le laissait paraître, dit doucement Miss Marple. Peut-être connaissait-elle les signes du contrôle, de l'isolement. George Banbury n'a peut-être pas levé la main sur elle, mais il existe d'autres formes de cruauté, sergent. Je crois qu'elle s'est reconnue en Clara. Et contrairement à Clara, elle n'avait plus rien à perdre. Adley fronça les sourcils. Et la digitaline? Elle s'est empoisonnée, dit Miss Marple. Non pas par chagrin, mais volontairement. Elle croyait qu'Harlan Creel les avait trouvés. Elle s'attendait à sa venue. Elle ne voulait pas lui donner l'occasion de reprendre Lucy. Et le 2e cercueil? Pour Lucy? Dit tristement Miss Marple. Au cas où elle échouerait. Adley détourna le regard. Mais, ajouta Miss Marple, elle n'a pas échoué. Lucy est vivante. Et maintenant, nous savons qui nous cherchons vraiment. Cette nuit-là, le village dormait d'un sommeil agité. Quelque part, un homme comme Harlan Creel errait encore en liberté. Mais désormais, il avait un nom, un visage, et une traînée d'ombre qu'il était impossible d'ignorer plus longtemps. Miss Marple était assise dans son salon, le feu faible, l'horloge tournant. Elle avait vu le mal sous toutes ses formes, parfois subtiles,
parfois effrontés. Mais là, c'était différent. C'était un homme qui traquait en silence, derrière des certificats de mariage et des liens respectables. Elle ne le laisserait pas disparaître à nouveau dans l'obscurité. Le lendemain matin, un soleil cuivré et une brise balayaient les premières feuilles frisées de la fin de l'été dans les ruelles du village. Mais l'ambiance à St. Mildred était tout sauf joyeuse et enjouée. Les conversations sur les cercueils et les enfants cachés s'étaient incrustées comme de la moisissure, et à chaque coin de rue, les gens parlaient d'un ton prudent, jetant des regards vers les Mélèzes puis vers Danmead Cottage, comme si Miss Marple elle-même pouvait inventer la vérité d'un coup d'aiguille. Elle n'avait pas besoin de recourir à la conjuration. Ce dont Miss Marple avait besoin, c'était de ce sur quoi tous les détectives, amateurs ou non, comptaient. La patience et le courage de se fier à un détail insignifiant, même si d'autres l'auraient manqué. Elle avait passé la majeure partie de la matinée à écrire des lettres, une à sa cousine Alicia à Paddington, qui connaissait juste assez de personnes au tribunal des affaires familiales pour être utile, et une autre au foyer pour femmes et enfants d'Islington, où elle soupçonnait Clara Whitby d'avoir trouvé refuge. Elle pressentait que les réponses arriveraient bientôt. Mais en attendant, elle retourna au Mélèze. L'agent Merriweather l'accueillit à la porte. Son visage était sombre mais respectueux. Le sergent Hadley est à l'intérieur avec l'un des garçons. Il fouille encore les lieux, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Miss Marple hocha la tête. Et l'enfant? Toujours silencieux. La pauvre bête a à peine touché à la nourriture. Le révérend Somerton la surveille. Dans le salon, l'air était légèrement teinté d'une odeur âcre et sucrée de terrassis et de vernis à bois de rose. Le fauteuil de Madame Banbury était resté intact, une petite marque subsistant dans le coussin de velours. Miss Marple se déplaçait lentement, presque avec révérence, jetant un coup d'œil circulaire au mobilier, aux lourds rideaux, à la rangée de livres bien rangés dans le meuble d'angle. Ce n'était pas le genre de pièce où une femme planifiait un suicide discret. C'était le genre de pièce où elle pouvait attendre la tempête et se préparer à l'impact. Le sergent Hadley leva les yeux de latte. Nous avons tout vérifié. Pas de journal. Pas de contre-notes. Si elle tenait des registres, elle les a détruits. Miss Marple se dirigea vers le bureau près de la fenêtre et examina le plateau de correspondance soigneusement empilé. La plupart des documents avaient déjà été examinés par la police. Des factures, des lettres officielles, quelques billets banals de la banque. Mais c'est le buvard qui a retenu son attention. Elle ouvrit le couvercle de l'encrier et passa ses doigts sur la surface d'écriture, légèrement poussiéreuse, mais toujours utilisée. Puis elle souleva le buvard. Il avait été retourné, la face tachée vers le bas. Elle le tint à la lumière. De fines lignes d'encre tracées en miroir apparurent. Quelques mots brisés, difficiles à distinguer, mais clairement issus d'une lettre ou d'une note. Miss Marple se pencha plus près et lut lentement. Il le sait. Il ne faut pas qu'on la retrouve. Clara ne doit jamais. Elle s'arrêta. Un frisson lui parcourut l'échine. Le sergent Hadley s'approcha d'elle, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a commencé à écrire un deuxième mot. Dit doucement Miss Marple. Mais elle s'est arrêtée. Peut-être en entendant quelqu'un à la porte. Ou peut-être a-t-elle changé d'avis. Qui est-il? On doit supposer qu'il s'agit de M. Krell. Et si elle a écrit « Il sait », cela signifie qu'elle pensait qu'il avait découvert où se trouvait Lucie. Hadley se frotta la machoide. Mais comment aurait-il pu le savoir? Clara n'en a parlé à personne. Et nous n'avons aucune preuve qu'il soit venu ici. Miss Marple tapota le bord du buvard. Non. Direct des preuves. Mais il y a toujours quelque chose, sergent. Les gens laissent des traces même en essayant de ne pas le faire. L'essentiel est de savoir où chercher. Elle marqua une pause, puis se tourna vers le rebord de la fenêtre. Les rideaux avaient été tirés lors de sa dernière visite, mais maintenant que la lumière du jour entrait, elle remarqua quelque chose d'étrange, un minuscule morceau de papier froissé coincé derrière la grille du radiateur. Elle se pencha pour le récupérer. Le papier était brûlé sur un bord, comme si quelqu'un avait commencé à le brûler avant d'abandonner. Elle le lissa soigneusement. Imprimée à l'encre rouge en gras, la phrase suivante était « Enquête d'agence double localisation, privé ET confidentiel ». Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « Un détective privé ?» murmura-t-elle. « Madame Banbury a engagé quelqu'un. Pas la police. Quelqu'un pour surveiller les traces de Krell. » Hadley se pencha. « Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit ?» Elle ne voulait pas que les autorités s'en mêlent.
C'est clair. Elle voulait le contrôle. Le secret. Peut-être pour protéger Clara. Peut-être pour éviter le scandale. Mais quelque chose a du mal tourné. Adley prit le morceau et en lut la partie inférieure. Il y a un nom partiel. Redwick Ankiri Ltd. Ça vous dit quelque chose? Miss Marple s'y retrace lentement. C'est vrai. Monsieur Redwick a fait un scandale à Little Paddock, il y a des années. Un homme désagréable, mais minutieux. Il tient un registre de tous ses clients, probablement illégalement. Adley eut un petit rire. Et comment le sais-tu? Parce que j'ai eu l'occasion de l'examiner, de manière tout à fait officieuse, lorsque la nièce d'un ami a disparu. Il est discret quand il est bien payé, et vantard quand il est flatté. Seriez-vous prêt à lui parler à nouveau? Avec plaisir. Mais je crois qu'il faut se dépêcher. En milieu d'après-midi, Miss Marple et Adley avaient rejoint le modeste bureau de Redwick, installé dans un appartement aménagé en écurie, près de Basingstoke. L'endroit sentait la fumée froide et les sandwichs de la semaine précédente. Redwick lui-même était exactement comme Miss Marple se le rappelait, chauve, avec une moustache cirée qui lui donnait un air théâtral. Il la regarda par-dessus un dossier. Eh bien, si ce n'est pas Miss Marple. Toujours à la poursuite des ombres? Elle sourit. Seulement ceux qui dessinent une silhouette trop longue, Monsieur Redwick. Je suis ici pour une certaine Madame Edwina Banbury. Il cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. Ah oui, vieuve, dame discrète, paillée et liquide. Elle m'a demandé de surveiller un homme à Londres. Harlan Crail. Adley Esavanka. Et toi? Bien sûr. Ce n'était pas mon premier coup de fil. Elle voulait savoir s'il cherchait quelqu'un. Un enfant, plus précisément. J'ai découvert qu'il avait visité 2 orphelinats et fait des recherches sous de faux noms. La voix de Miss Marple était très calme. Alors il était à la recherche. Redwick hocha la tête. Mais il était malin. Il utilisait des coureurs. Payé comptant. Il avait toujours une longueur d'avance. Je lui ai tout rapporté par écrit. Elle a semblé calme au début. Puis, soudain, elle m'a dit d'arrêter. Sans explication. Elle voulait juste que tout brûle. Vraiment? Demanda Adley. Redwick esquissa un sourire en coin. Presque. Le ton de Miss Marple s'est durci. Mais vous en avez gardé des copies. C'est une vieille habitude, dit-il en haussant les épaules. On ne sait jamais quand on aura besoin d'un peu d'assurance. Ils repartirent avec une copie de son rapport final, qui détaillait les enquêtes menées par Crail dans 3 comtés, toujours sous des pseudonymes, à la recherche d'informations sur une fille et sa mère disparues. Il avait même contacté l'un des anciens commis de Banbury et Thiel, à la recherche de nouvelles du foyer de Madame Banbury après la mort de George. C'était une confirmation. Crail les avait trouvés, ou s'était suffisamment approché pour que Madame Banbury, paniquée, agisse. Mais une phrase, enfouie au milieu du rapport, a fait réfléchir Miss Marple, sujet vu pour la dernière fois montant dans le train d'Oxford à Mushwitam, portant une mallette et un sac en cuir. Refusé d'être porteur. Embarquement confirmé, 12 août. C'était 3 jours avant la mort d'Edwina Banbury. Il était là, dit Miss Marple en fermant le dossier. Adley expira. Et il nous manquait. Non, répondit Miss Marple d'une voix douce. On ne l'a pas raté. On n'a juste pas trouvé où il est allé ensuite. De retour à St. Mildred, la nuit tomba sur le village comme un rideau tiré. Lucie dormait d'un sommeil agité, rêvant de pas et d'ombre. Et quelque part, dans un endroit pas encore fouillé, l'homme qu'elle craignait le plus était toujours là, peut-être déjà prêt à revenir. Miss Marple était assise près du feu, relisant le buvard. Elle n'avait plus besoin de deviner. Le prochain coup allait bientôt arriver. Et quand il arriverait, elle l'attendrait. Le silence du lendemain semblait fragile, tel un tableau sur porcelaine craquelée. Le soleil baignait doucement St. Mildred, et pourtant quelque chose avait changé dans l'air. Les gens parlaient sur un ton réservé, les portes autrefois ouvertes étaient verrouillées, et derrière les haies, les conversations s'interrompaient à l'approche des pas. Le village attendait, quoi, il l'ignorait encore. Miss Marple, quant à elle, ne restait pas inactive. Elle avait toujours trouvé que les moments de calme dissimulaient les plus grandes émotions, et maintenant que l'ombre d'Harlan Crail avait pris forme, elle était certaine que l'homme lui-même était plus proche qu'on ne l'aurait cru. À Dunmead Cottage, elle examina à nouveau le rapport de Redwick, prêtant attention cette fois non pas au déplacement de Crail, mais à ses silences, les interruptions dans ses déplacements, ses décisions de ne pas agir. Sa prudence en disait long. C'était un homme qui comprenait l'importance du timing.
Mais que se passerait-il si le timing qu'il attendait était déjà passé? Et s'il était venu à Saint Mildred avant la mort d'Edwina Banbury, et que maintenant, dissimulé par ses conséquences, il était encore là? Ici, l'idée la saisit comme un frisson. Ce matin-là, elle se rendit à la poste sous prétexte d'envoyer un colis, mais elle s'attarda. Mademoiselle Hampton, la maîtresse de poste, était connue pour deux choses, sa résistance obstinée à la retraite et son extraordinaire mémoire des noms et des visages. Mademoiselle Hampton, commença doucement Miss Marple, avez-vous reçu des visiteurs inhabituels ces derniers temps? Quelqu'un qui aurait demandé Madame Banbury ou des nouvelles de Clara Whitby? La receveuse cligna des yeux à travers ses lunettes. Pas sous ce nom? Non. Mais il y a quelques jours, juste avant le décès de la pauvre Madame Banbury, il y avait un monsieur grand, avec un manteau coûteux, mais mal entretenu. Il avait l'air fatigué et nerveux. Il disait attendre une lettre poste restante, mais rien n'arrivait. Il semblait d'écho. Il s'est dirigé vers l'allée du presbytère. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. A-t-il donné un nom? Elle hésita. Je crois que c'était Harley. Oh Harley. Quelque chose d'approchant. Un nom à consonance étrangère. À l'époque, je pensais que ça ne correspondait pas à son accent. Et il est revenu? Non. Mais il a demandé s'il y avait des messages laissés par une femme nommée Clara. C'était suffisant. À son retour à Dunmead, elle trouva l'agent Merriweather qui l'attendait à sa porte avec le sergent Hadley, tous deux l'air tirés. Nous revenons des bois au nord du verger, dit Hadley d'un ton sombre. Il y a une vieille cabane de berger nichée à l'orée des arbres, presque en ruine. Quelqu'un y a vécu récemment. Des cendres encore chaudes dans la cheminée, des trognons de pommes et une paire de bottes d'homme près du mur. Miss Marple prit une inspiration. Alors il est toujours là. Nous avons posté un homme à proximité, discrètement, dit Hadley. S'il revient, nous l'aurons. Miss Marple réfléchit. Il ne reviendra que s'il se sent acculé. Krell est un homme qui attend le silence avant de frapper. Il faut le forcer à agir. Vous suggérez qu'on le fasse sortir? Je suggère, dit-elle, que nous utilisions ce qu'il veut. Hadley la fixa du regard. La fille. Il ne faut jamais mettre Lucie en danger. S'empressa de dire Miss Marple. Mais si Krell pense que l'enfant sera déplacé ou exposé à un examen minutieux, il peut se révéler. Il ne risquera pas de la perdre à nouveau. Hadley hocha lentement la tête. Laissez-moi parler au révérend. Nous pourrions peut-être organiser quelque chose de discret. Un faux rapport d'audience pour la garde des enfants ou l'arrivée d'une assistante sociale. Il fut convenu que le lendemain, la nouvelle se répandrait subtilement qu'un représentant de Londres arriverait pour placer Lucie en détention provisoire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Hadley savait comment faire passer la nouvelle aux bonnes oreilles. Madame Crane, l'épouse du pasteur, la mentionnerait lors d'une visite à l'épicier. Et de là, elle se répandrait comme une traînée de poudre. Cet après-midi-là, tandis que le village commençait à s'agiter, Miss Marple retourna au presbytère pour voir Lucie. La jeune fille était assise dans le salon, berçant un petit jouet en bois que Miss Marple avait apporté. Un agneau à la roue ébréchée mais aux yeux doux. « Tu n'as aucun problème, ma chère, dit doucement Miss Marple. Mais nous devons te demander de l'aide. » Lucie leva les yeux, méfiante mais alerte. « Tu te souviens de l'homme qui a blessé ta mère? » continua Miss Marple. « Nous pensons qu'il est dans les parages. Et nous faisons en sorte qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. » Lucie serra l'agneau plus fort. Il a dit que j'étais à lui, que je devais y retourner. Miss Marple lui prit doucement la main. Personne ne peut te prendre sans la permission de ta mère. Et ta mère, Clara, a tout risqué pour ta sécurité. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Les yeux de la fille se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Je ne le laisserai pas me voir, murmura-t-elle. Je resterai petite. Tu n'auras pas à le faire, dit Miss Marple. On va le laisser faire. Pense il a gagné. Et ensuite, nous lui montrerons ce que signifie sous-estimer un village plein d'yeux. Le piège fut tendu le lendemain matin. Une voiture empruntée au bureau du magistrat était garée bien en vue près de l'église, et l'on pouvait voir le révérend Somerton s'entretenir solennellement avec une femme au visage sévère, vêtue d'un manteau londonien emprunté. La nièce de Madame Crane, qui était de passage, était ravie de jouer le rôle de elle, officielle. Les rideaux du presbytère furent laissés suffisamment écartés pour suggérer la visibilité, et Lucie fut temporairement déplacée dans la maison du jardinier derrière l'église, en sécurité et surveillée.
Miss Marple prit sa place habituelle à la vitrine du salon de thé et attendit. Elle n'a pas attendu longtemps. Peu après 2 heures, un homme en manteau anthracite tourna au coin de la place, marchant d'un pas lent et réfléchi. Il passa devant la poste, jeta à peine un coup d'œil à la boulangerie et s'arrêta juste devant le mur de l'église. Il paraissait plus âgé que ne le laissaient entendre les archives. Ses cheveux étaient clairsemés, sa bouche trop serrée. Mais son regard était perçant et cruel, et sa posture révélait à Miss Marple tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce n'était pas un homme en quête de rédemption. C'était un homme qui calculait son prochain coup. Il s'attarda. Il observa. Puis, avec trop de désinvolture, il se retourna et suivit la ruelle derrière le presbytère. Au moment où il atteignit la porte arrière, l'agent Merriweather et 2 agents en civil l'attendaient. Il n'a pas résisté. Les hommes comme Harlan Krell le font rarement lorsqu'ils sont acculés. Son arme n'était pas la violence, mais la persuasion, et celle-ci lui avait fait défaut dès que 5000 Dread avait resserré ses rangs. Plus tard, à la gare, Hadley est revenu à Danmead avec la nouvelle. Il a avoué avoir suivi Clara jusqu'ici, a-t-il dit. Il a affirmé qu'elle avait volé sa fille. Il a admis s'être fait passer pour un avocat pour obtenir des informations auprès des pompes funèbres. Il était même au courant pour le 2e cercueil. Il a déclaré que c'était une preuve d'intention de manipuler les tribunaux. Il est totalement impitoyable. Miss Marple croisa les mains. Certains hommes croient que la possession est synonyme d'amour. Ce n'est pas le cas. Elle l'a quitté il y a 1 an, a ajouté Hadley. Elle est partie dans un refuge sous un autre nom. Depuis, il la traque. Et Edwina Banbury, murmura Miss Marple, lui a offert un refuge. Peut-être pour la première fois depuis des années. Lorsqu'elle a compris que Krell les avait trouvés, elle a fait ce qu'elle croyait nécessaire. ¿Tu crees que Clara reviendra? Demanda doucement Hadley. Miss Marple regarda le jardin. Oui, mais à ces conditions. Quand elle sentira que le sol est à nouveau ferme. Il y eut un long silence. Puis Hadley demanda. Pensez-vous que Madame Banbury aurait survécu si elle avait demandé de l'aide? Miss Marple, après une pause, dit. L'orgueil est un bouclier solitaire. Mais il a protégé Lucie. Et c'est tout ce qu'elle a toujours voulu, au final. Le calme s'installa. Le village reprit son rythme habituel. Mais au cimetière, 2 nouvelles parcelles attendaient. L'une occupée, l'autre vide. Un message. Une promesse. Et peut-être, le pardon. Près d'1 semaine après l'arrestation d'Harlan Krell, le calme de St. Mildred commença à se rétablir. L'épicier ne s'arrêtait plus au milieu d'une conversation lorsque quelqu'un entrait dans la boutique. Madame Pertwee avait repris ses commérages quotidiens autour de pain au thé et de pâte d'amande. Et les enfants du quartier recommençaient à se courir après à travers la verdure, le souvenir de la jeune fille cachée s'évanouissant davantage comme un conte de village que comme une vérité vivante. Mais Miss Marple restait perturbée. Ce n'était pas que l'homme ait été capturé, même si c'était réconfortant, et que Lucie était en sécurité, pour l'instant. Ce n'était même pas la tristesse persistante du sacrifice d'Edwina Banbury, même si Miss Marple pensait souvent à ce second cercueil et au lourd fardeau qu'il symbolisait. Non, ce qui la troublait, c'était le sentiment que quelque chose était resté inachevé. Un fil pas tout à fait tiré. Un silence, pesant et délibéré. L'idée lui vint un soir, alors qu'elle relisait le rapport de Redwick à la lueur vacillante de la cheminée de son salon. La dernière page lui avait semblé ennuyeuse auparavant, mais à présent, quelque chose dans sa formulation retint son attention. Dernière observation, Krell a pris le train de 12h06 d'Oxford à Mushwitam. Voyageant seul, portant un sac de voyage et une mallette. Payé en espèces. Bille non reteno. Voyager seul. Elle s'est assise un peu plus droite. Krell était un homme prudent. Les hommes prudents ne portent pas tout, ils s'aventurent en territoire inconnu, à moins de n'avoir aucun plan de retour. Pourtant, le sac n'avait pas été retrouvé dans la cabane du berger. Il n'avait pas non plus été retrouvé dans son logement. Seule la mallette avait été saisie lors de son arrestation, contenant de faux papiers, un couteau et un dossier troublant relatant les déplacements connus de Clara. Le sac, avec son contenu, quel qu'il soit, était toujours porté disparu. Et cela, pensa Miss Marple avec amertume, ne ressemblait en rien à un homme comme Harlan Krell. Elle en parla au sergent Hadley le lendemain matin, qui fronça les sourcils et mélangea les papiers sur son bureau. Nous avons supposé qu'il l'avait caché en route ou qu'il avait brûlé son contenu, a-t-il dit.
Il n'a pas été très loquace lors de l'interrogatoire. « Quelqu'un a-t-il vérifié les locaux de l'entreprise de pompes funèbres » demanda-t-elle doucement. Adlai cligna des yeux. L'entrepreneur de pompes funèbres. Madame Banbury a commandé 2 cercueils à Monsieur Devril, dit Mademoiselle Marple. Mais a-t-elle payé d'avance? A-t-elle laissé autre chose? Et quelqu'un qui observait, aurait-il choisi le même endroit pour cacher quelque chose, sachant que personne ne penserait à regarder? Adlai la fixa encore un instant, puis se leva. Allons lui demander. Monsieur Devril était un homme guindé, à la voix rauque et au tempérament d'un comptable. Il n'appréciait guère les questions, mais l'uniforme d'Adlai encourageait la coopération. Elle a payé la totalité, confirma Devril. 2 circuales, in chain standard. Un adulte, un enfant. Aucune demande d'inhumation n'a été formulée pour le second. J'ai supposé que c'était sentimental. Certaines personnes font des demandes inhabituelles en cas de deuil. Ont-ils été livrés? Demanda Miss Marple. Le cercueil de l'adulte a été livré pour les funérailles, oui. L'autre reste dans la réserve. Aucune instruction. Il a été déplacé au fond pour faire de la place. Pouvons-nous le voir? Devril hésita, puis fit un geste raide vers l'arrière du bâtiment. Par là. Le cellier était frais et sec, tapissé de rideaux pliés et de ceintures funéraires, l'air teinté de cire et d'encaustique lavande. Le cercueil, de la taille d'un enfant, était posé près du mur du fond, partiellement caché par une pile de recueils de cantiques. À première vue, il semblait intact. Mais le sergent Adlai fut le premier à remarquer la couture inégale et subtile sous le manteau. Il s'accroupit, la tapota doucement, puis hocha brièvement la tête. Il y a un double fond. Il sortit un tournevis d'un tiroir voisin et souleva doucement le panneau fin et dissimulé. À l'intérieur, niché entre des vêtements pliés, se trouvait le sac de voyage manquant de crêle. Adlai l'ouvrit lentement. Le contenu était sinistre. Un enchevêtrement de cordes, une bouteille de chloroforme à moitié utilisée, une photo décolorée de Lucie enfant, le plus accablant de tous, une enveloppe scellée marquée en lettres capitales. À remettre au tribunal et si je suis détenu. Adlai a ouvert l'enveloppe avec un couteau. À l'intérieur se trouvaient de fausses lettres de Clara, avouant son instabilité mentale et son enlèvement. Il y avait également un rapport psychiatrique falsifié, et la déclaration d'un ami imaginaire affirmant que Clara avait menacé de faire du mal à Lucie si jamais elle se séparait d'elle. Creel n'avait pas seulement prévu d'enlever Lucie. Il s'était préparé à la reconquérir définitivement, en usant de tromperie, de chantage et du pouvoir institutionnel. Il avait l'intention de discréditer Clara même après son arrestation, dit Adlai avec amertume. Cela l'aurait enterré au tribunal. Miss Marple soupira, mais Madame Banbury l'a contrarié. Elle ignorait peut-être ce qu'il y avait dans ce sac, mais elle savait qu'il avait des projets plus que évidents. Elle a donc fait en sorte que le 2e cercueil soit sa cachette. Adlai jeta un coup d'œil vers le petit cercueil. Une étrange forme de justice. Pas de justice, murmura Miss Marple. Du sacrifice et de la prudence. Elle nous laissait le temps de découvrir la vérité. Plus tard dans la journée, une fois les preuves réunies, Adlai télégraphia au bureau de Londres pour s'assurer que Clara soit localisée et prévenue. Elle fut retrouvée 2 jours plus tard, vivant sous un faux nom dans une petite ville du Kent, après avoir fui en soupçonnant Creel de se rapprocher. Lorsqu'elle reçut l'appel l'informant de son arrestation et que sa fille était saine et sauve, elle fondit en larmes au téléphone, au point de ne plus pouvoir parler. Miss Marple était présente lorsqu'elles se retrouvèrent, quelques jours plus tard, dans le paisible jardin du presbytère. Ce ne furent pas des retrouvailles spectaculaires, mais des retrouvailles profondément privées. Clara serra Lucie fort dans ses bras et resta silencieuse un long moment. Lucie ne parla pas non plus, mais ses petites mains enserrèrent le manteau de sa mère avec une détermination farouche. Miss Marple se détourna pour leur laisser de l'espace. « Tu penses que ce sera suffisant » demanda Adlai à côté d'elle. Miss Marple hocha la tête. « Oui, parce que maintenant, enfin, la peur a changé de direction. » Il y a eu un dernier rebondissement. Ce soir-là, Miss Marple reçut à Danmead une petite enveloppe remise en main propre par l'assistant de M. Devril. Sans adresse de retour. Sans message. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Une lettre d'Edwina Banbury, écrite de sa main soignée et penchée. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué. Mais je laisse cela au cas où l'échec aurait un sens.
Krell réessayera. Il réessaie toujours. Mais peut-être que quelqu'un d'autre sera assez intelligent. Si c'est le cas, je ne demande qu'une chose, qu'on laisse Clara et Lucie en paix. Ma vie a été longue, voire joyeuse. Que la leur soit différente. Bien à vous, Eubé. Miss Marple le lut 2 fois. Puis elle le plia soigneusement, le glissa dans son livre de fleurs séchées et retourna à son tricot. Il n'y avait plus de questions à poser. Le village continuerait comme il l'avait toujours fait. Mais un coin de ce livre resterait à jamais marqué par une histoire non pas de meurtre, mais de protection, de survie et de la cruauté silencieuse d'une femme qui a osé dire « jusqu'ici, et pas plus loin ». L'air de Sainte Mildred commençait à s'adoucir au début de l'automne, et pourtant, sous cette douceur subsistait une vigilance tacite. Bien que les journaux aient réduit l'affaire Krell à 1 ou 2 colonnes, la mort d'une veuve empêche la tragédie de la garde à vue, sans mentionner Miss Marple ni Lucie. Les villageois en parlaient encore à voix basse et par de vagues allusions. Certains prétendaient que Madame Bambury était folle, d'autres la qualifiaient discrètement de courageuse, et beaucoup préféraient tout simplement oublier. Mais Miss Marple n'a pas oublié. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que le mal disparaît rarement d'un seul coup. Même après avoir chassé le loup du pâturage, il faut réparer la clôture, compter les moutons et scruter les collines à la recherche d'ombre. Et il restait une ombre non résolue. Harlan Krell avait été réduit au silence légalement, du moins. Mais Miss Marple avait passé des décennies à observer la ruse de certains hommes, non pas leur violence, parfois soudaine et évidente, mais leur méthode de survie. Krell avait toujours usé de stratagèmes, pseudonymes, informateurs, pots de vin, menaces voilées. Et bien qu'il ait été inculpé et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, Miss Marple pressentait une affaire inachevée. Tout a commencé avec une visite du sergent Hadley. Il arriva un matin brumeux, les lèvres pincées et les sourcils froncés. Miss Marple lui servit du thé, silencieusement préparé à la lourdeur de son expression. « Nous avons eu des nouvelles de la maison d'arrêt, dit-il. Quelqu'un a essayé de transmettre un mot à Krell lors d'une visite. Il a été intercepté. Des phrases codées, pour la plupart dénuées de sens hors contexte. Mais une phrase est ressortie. Le deuxième arrangement est toujours en vigueur. Miss Marple remue a Sunday, pensive. Tu crois que ça fait référence à Lucie? Hadley hocha la tête. Ou à Clara. Nous renforçons la sécurité autour d'eux, bien sûr. Mais le problème est le suivant. Krell n'a pas besoin d'agir directement. Il a peut-être demandé à quelqu'un d'autre de mener une dernière opération. Et il a eu des années pour se préparer. Tu lui as montré le mot? Demanda-t-elle. Nous l'avons fait. Il a souri. Miss Marple posa sa cuillère. Alors, dit-elle calmement, il est temps de le faire sourire à nouveau. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple visita à nouveau le presbytère. Clara, désormais réunie avec Lucie et ayant retrouvé son nom légal, avait emménagé dans une petite maison d'amis à côté de l'église, où avait vécu la belle-sœur du révérend. C'était un endroit humble mais sûr. Et surtout, la mère et l'enfant y étaient placés à portée de vue de près de la moitié du village, ce qui constituait, à sa manière, la meilleure protection possible. Clara paraissait plus mince qu'avant, même si son regard gardait un calme absolu. Lucie était assise dans un coin ensoleillé, dessinant tranquillement un agneau sous un arbre. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Son petit visage commençait à retrouver la douceur de l'enfance. « Je suis venu, » dit doucement Miss Marple, « pour vous demander une faveur à tous les deux. » Clara haussa légèrement les sourcils. « Je crois que quelqu'un viendra à nouveau vous chercher, » continua Miss Marple. Pas avec la violence directe des Krell, mais avec de faux papiers, des paroles charmantes ou des prétextes légaux. Et quand cette personne viendra, je veux être la première à qui elle s'adressera. Clara hocha lentement la tête. Tu veux les attirer? Oui, mais j'aurai besoin de ton aide pour les convaincre que je suis inoffensif. Et que Lucie est sans défense. Clara laissa échapper un soupir d'acier. Que veux-tu que je fasse? Les 2 jours suivants se déroulèrent avec une préparation subtile. Une lettre fut rédigée et postée depuis un cabinet d'avocats londonien, adressée à un associé connu de Krell, un certain Matthew Ordell, qui avait autrefois servi d'intermédiaire commercial à Krell. La lettre, non signée, suggérait que Lucie intégrerait un nouveau pensionnat dans le Surrey dans la semaine, accompagnée seulement d'un cousin éloigné. L'appât a été posé. Puis, Miss Marple a commencé son rôle. Elle apparaissait plus souvent au village avec Lucie,
arpentant le chemin qui menait du presbytère à Danmead Cottage. Parfois, Lucy portait un carnet de croquis. Parfois, elle tenait la main de Miss Marple. Aux yeux de quiconque les observait, elle ressemblait à une vieille dame et à un enfant qui se rapprochait en l'absence de leur mère. Clara restait délibérément à l'intérieur, souffrante. Comme on le disait au village, même si des observateurs attentifs auraient remarqué qu'elle n'avait jamais laissé la sécurité de l'enfant au hasard. Le vrai jeu a commencé jeudi après-midi. Miss Marple marchait seule le long du chemin de campagne près de la porte du verger lorsqu'un homme l'a interpellée. « Excusez-moi, madame, puis-je vous dire un mot ?» Il était bien habillé, peut-être trop bien pour la poussière de la ruelle. Une silhouette étroite, un teint rougeau, et une voix qui s'efforçait de marier le raffinement d'un publiciste à la fadeur d'un avocat. Sa serviette était en cuir, s'ouvrant par la poignée. « Certainement, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Je crois que vous êtes le tuteur d'une jeune fille nommée Lucy Whitby. » Miss Marple sourit faiblement. « Lucy? Oh, je passe du temps avec elle? Oui. Une enfant adorable. » L'expression de l'homme s'adoucit. « C'est bon à savoir. Je suis envoyé au nom de son oncle paternel. Il y a des questions de tutelle à régler. Tout est très simple, bien sûr. J'ai des papiers. » Vraiment? Il ouvrit la mallette et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents impeccables, d'apparence familière, voire impressionnante, jusqu'à ce qu'on les examine de plus près. Miss Marple avait passé la nuit précédente avec Clara, recoupant chaque détail officiel avec les véritables ordonnances de garde en sa possession. Ces papiers étaient des faux habilement conçus pour tromper. « Je me demandais, » dit Miss Marple, « si je pouvais montrer ça à notre agent de police local. Il est plutôt soucieux de la propreté dans ce genre de situation. » L'homme hésita, les yeux pétillants. « C'est une formalité, en fait. Je pourrais peut-être accompagner Lucy moi-même. Je suis attendu à Londres ce soir. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit une autre voix, calme et ferme. De derrière la haie, le sergent Hadley sortit. L'homme s'est figé. Deux autres policiers en civil apparurent de chaque côté du chemin. L'un d'eux s'avança et sortit des menottes. Le faussaire, dont on apprit plus tard le vrai nom était Geoffrey Linnet, fit un mouvement stupide vers sa serviette. Cela suffisit à mettre fin à la conversation. En 10 minutes, il était emmené à l'arrière de la voiture d'un policier. De retour au cottage Danmead, Miss Marple contemplait le coucher du soleil avec une tasse de thé au cassis. Clara était assise à côté d'elle, silencieuse mais posée. « Il n'a pas hésité, » dit enfin Clara. « Il pensait avoir déjà gagné. »« Oui, » répondit Miss Marple. « Les hommes comme Krell ne doutent jamais de la portée de leur influence. Mais ils sous-estiment la nôtre. » Elle s'arrêta. « Il y a encore une chose. » Clara se tourna vers elle. « Quand tu seras prête. » Dit doucement Miss Marple, « Tu devras raconter toute l'histoire à Lucy. Elle est assez grande pour entendre la vérité, pas d'un coup, mais morceau par morceau. Tu vois, ce n'est pas le danger qui persiste. C'est la peur que le silence inculque. » Clara hocha lentement la tête. « Je le ferai. Je le promets. » Le jardin se tut tandis que la lumière déclinait. Quelque part derrière eux, les cloches de l'église commencèrent à sonner l'heure. Miss Marple regarda l'horizon, satisfaite. L'épreuve finale était arrivée, non pas une course-poursuite théâtrale ou une révélation criée dans un salon, mais un moment de calme et de résolution, une décision de se tenir entre le bien et le mal. Et, comme toujours, c'était la nature humaine, et non la force ou la loi qui avait apporté la réponse. Le soleil avait disparu derrière les collines de Saint-Mildredès, projetant de longues traînées ambrées sur les champs et les toits. À l'intérieur de Danmead Cottage, le feu crépitait dans l'âtre, apportant une douce chaleur à la pièce. Miss Marple était assise dans son fauteuil préféré, un panier de lettres plié à ses pieds et une petite tasse de thé posée sur la table à côté d'elle. Le bourdonnement paisible du village revenait, les bébés pleuraient, les portes se claquaient et les chiens aboyaient dans l'obscurité. Le danger était passé, du moins le pensait-on. Mais Miss Marple n'avait jamais cru à des fins aussi simples. Elle avait passé les 2 derniers jours à relire chaque lettre, chaque rapport, chaque mot prononcé non seulement par Krell et son faussaire, Geoffrey Linnet, mais aussi par Clara, par Edwina Banbury, et même par Lucy, dans ses souvenirs hésitants. Et maintenant, enfin, la vérité se dessinait clairement devant elle, non seulement sur ce qui avait été fait, mais aussi sur les raisons de ce qui s'était passé. Le sergent Hadley est revenu ce soir-là avec des nouvelles. Linnet est en détention,
dit-il en ôtant ses gants. Il parle maintenant. Krell l'a contacté il y a plus d'1 an avec des instructions. Au cas où. Il lui a promis une grosse somme en cas de succès. Il y avait 3 versions des documents de tutelle, chacune adaptée à une juridiction différente. Il avait mémorisé les antécédents de Clara et possédait une bague assortie qui, selon Krell, aiderait à convaincre la jeune fille qu'il faisait partie de sa famille. Miss Marple hocha la tête. C'était la dernière arme de Krell, mais seulement une pièce d'un projet plus vaste. Adley parut perplexe. Tu parles des faux documents? Non, dit-elle doucement. Je parle du véritable plan que Krell avait mis en place depuis le début, bien avant le départ de Clara, bien avant même la naissance de Lucy. Elle fit un geste vers le panier de correspondance à côté d'elle. Les premières lettres de Clara à Edwina Banbury n'étaient pas des appels à l'aide. C'étaient des nouvelles, des notes sur les progrès de Lucy, certes, mais aussi des rapports, presque comme des entrées de journal. Des détails qui suggéraient familiarité antérieure, pas une confiance soudaine. Clara n'a pas cherché refuge auprès de Madame Banbury par désespoir, elle est retournée vers elle. Tu crois qu'ils se connaissaient? J'en suis certaine. J'ai étudié l'écriture. Et je l'ai comparée à une lettre antérieure de l'époque scolaire de Madame Banbury, conservée aux archives du presbytère. Les boucles du « I », l'ornement du « C », tout concorde. Clara Wheatby n'était pas seulement une femme dans le besoin. Elle était la sœur de Madame Banbury, ancien élève. Adley haussa les sourcils. Depuis l'époque où elle enseignait? Exactement. Avant son mariage, Edwina a travaillé brièvement dans une école privée pour filles du Dorset. Clara était là, calme, intelligente, troublée. Je crois qu'Edwina a déjà reconnu les signes. Et je l'ai aidée plus tard dans sa vie lorsqu'elle a épousé Krell. Plus qu'aider, dit Miss Marple. Elle a préparé. Elle a surveillé. Elle a créé un chemin sûr, au cas où Clara en aurait besoin. Les préparatifs, le 2e cercueil, la cachette secrète, n'étaient pas des décisions prises sur un coup de tête. Ils faisaient partie d'un plan d'urgence que Madame Banbury avait discrètement élaboré au fil des ans. Adley se rassit en silence. Miss Marple versa une autre tasse de thé et continua d'une voix ferme. Mais il y a quelque chose d'encore plus crucial. Dans les dessins de Lucy, ce qu'elle a réalisé alors qu'elle vivait cachée chez Madame Banbury, on retrouve des figures récurrentes. L'une d'elles est un homme, toujours ombré au crayon foncé, toujours au loin. Mais une autre, toujours dessinée à côté de sa mère, présente un élément distinctif, une canne. Adley cligna des yeux. Madame Banbury avait une canne. Oui, répondit Miss Marple. Mais Lucy ne l'a jamais vue l'utiliser en public. Les dessins suggèrent que Lucy a rencontré Madame Banbury non seulement en Mélèze, mais aussi plutôt à un endroit caché, où Edwina rencontrait parfois Clara et Lucy en secret. Probablement une fois par an, ou lorsque Clara s'échappait pour de brefs séjours. Ces visites ont créé la confiance et la mémoire. Cela expliquerait pourquoi Lucy a permis à Madame Banbury de l'emmener sans résistance. Cela explique aussi la volonté de Madame Banbury d'affronter le danger. Elle n'agissait pas pour un inconnu. Elle protégeait quelqu'un qu'elle considérait comme une responsabilité et peut-être une seconde chance dans une vie qu'elle avait autrefois souhaitée et qu'elle n'avait jamais eue. Adley expira lentement. Tu crois que George Banbury était au courant? Une partie de lui, peut-être. Assez pour désapprouver, mais pas assez pour interférer. Elle a probablement caché ses visites, même à lui. Et quand il est mort, subitement, dans des circonstances incertaines, elle a enfin été libre d'agir. Adley franca les sourcils. On disait que la mort de George Banbury avait été brutale. Officiellement, une insuffisance cardiaque. Oui, répondit Miss Marple. Mais j'ai appris par l'apothicaire qu'Edwina avait récemment commencé à collectionner des ordonnances. Pour lui, des toniques cardiaques, des sédatifs, bien qu'il n'en ait jamais utilisé. Et elle allait chez l'apothicaire bien plus souvent dans les mois précédant sa mort que durant toute leur vie conjugale. Tu penses qu'elle a contribué à cela? Je pense, dit prudemment Miss Marple, qu'elle a peut-être levé le dernier obstacle à la sécurité de Clara. Délibérément ou par négligence discrète, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais Edwina était, avant tout, méthodique. Adley resta silencieux pendant un long moment. Cela change la façon dont nous l'apercevons. Oui, acquiesça Miss Marple. D'une veuve tragique à une personne plus difficile à nommer. Ni vraiment une meurtrière, ni vraiment une martyre. Mais quelqu'un qui a choisi d'agir avec une froide détermination pour la paix d'autrui.
Elle marqua une pause. Et c'est ce qui la rend si terriblement humaine. Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Miss Marple l'ouvrit et trouva Clara et Lucie debout sous la lumière de la lampe. « Je ne voulais pas partir sans dire au revoir, » dit Clara. « On va dans le Yorkshire. Un refuge pour femmes là-bas propose un cottage et du travail. C'est calme, assez loin. » Miss Marple sourit en caressant doucement les cheveux de Lucie. « Et en sécurité ?» Clara hocha la tête. « Oui, grâce à toi. »« Non, ma chère, » répondit Miss Marple. « Grâce à une femme qui a vu ce que les autres refusaient de voir et qui a agi au moment le plus crucial. » Lucie lui tendit un dessin, son dernier. Il représentait 3 femmes debout sous un arbre. L'une était Clara, l'autre, Lucie, et la troisième, aux cheveux blancs et munie d'une canne, souriait en les regardant. « Sera-t-elle encore parmi nous ?» demanda doucement Lucie. Miss Marple, Sagenuela. « Toujours, ma chère. Dans les cas qui comptent. » Après leur départ, le cottage était étrangement calme. Miss Marple retourna à sa chaise, la tasse de thé vide chaude à la main, et pensa à toutes les femmes qu'elle avait connues, mères, veuves, servantes et meurtrières. Certaines s'étaient battues avec des mots, d'autres avec le silence, et d'autres, comme Edwina Banbury, s'étaient battues d'une manière que le monde ne louerait peut-être jamais. Mais la justice ne se résume pas toujours à des tribunaux et à des verdicts. Elle se manifeste parfois dans des décisions discrètes et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Miss Marple se pencha en arrière et ferma les yeux. L'affaire a été résolue. Mais plus que ça, compris point et dans le silence profond de Sainte Mildred, l'écho de 2 cercueils persistait, non pas comme symbole de mort, mais comme le prix dur et humain de la protection. La saison avait changé presque imperceptiblement à Sainte Mildred. L'air était plus frais, les matins brumeux et lents à se dissiper. Des toiles d'araignées brillaient sur les portails des jardins, et les premières feuilles dorées glissaient dans les allées comme des bouts de papier oubliés. La vie au village avait repris son rythme d'antan, mais sans changement. Pour certains, le retour à la normale signifiait de nouvelles habitudes. Le départ de Clara et Lucie avait éveillé une certaine curiosité, mais fut vite absorbé par le rythme de la vie locale. Cela suffisait à la plupart des villageois de savoir qu'ils avaient été en sécurité pendant leur séjour ici, et aux autres de détourner poliment le regard, comme c'est souvent le cas dans les villages anglais, lorsque la douleur se dissimule sous les bonnes manières. Miss Marple, cependant, ne reprit pas si vite sa routine. Elle vaqua à ses occupations quotidiennes, rendre visite à Madame Weatherby avec de la confiture de mûre, inspecter l'avancement de la nouvelle et au cimetière. Mais ses pensées s'attardèrent sur les personnes abandonnées à la suite de l'affaire, celles qui n'étaient pas clairement décrites dans les procès-verbaux de police ou les comptes-rendus de journaux. Un matin, en revenant du marché, elle s'arrêta chez l'entrepreneur de pompes funèbres. M. Devril, vêtu de son habituel col droit, polissait la vitre de la porte avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. « Je voulais vous remercier, » dit doucement Miss Marple, « d'avoir conservé le 2e cercueil de Madame Banbury exactement comme elle l'avait laissé. Deveril S.E. rated. J'ai supposé, bien sûr, qu'on le collecterait ou qu'on l'exigerait. Mais lorsque la police a terminé son travail, personne ne s'est manifesté. Et je n'ai pas trouvé de bon goût de demander. » Non, acquiesça Miss Marple. Il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. Elle marqua une pause. Tu peux l'enterrer, si tu veux. Sans nom, sans préavis, mais peut-être dans un coin tranquille. Devril cligna des yeux, puis hocha la tête. Je crois que je comprends. Ce n'était pas le genre de conversation qu'on aurait pu répéter, mais elle lui était restée gravée dans la mémoire. Et une semaine plus tard, dans une clairière ombragée derrière le cimetière, une petite tombe fut creusée, non pas pour une personne, mais pour une promesse accomplie. De retour à Dunmead Cottage, Miss Marple reçut un colis par la poste. Il était simplement emballé et l'adresse de retour était une adresse qu'elle connaissait, celle du Yorkshire. À l'intérieur se trouvait une lettre de remerciement écrite avec soin par Clara. Il y avait aussi une photo en noir et blanc, légèrement granuleuse de Lucie souriant dans un champ, tenant un agneau. Une vraie, cette fois. Nous allons bien, Clara avait écrit. Lucie demande de tes nouvelles tous les soirs. Je lui ai dit que tu t'occupais de ton jardin et que les oiseaux venaient te demander conseil. Elle a dit que ça lui semblait tout à fait juste. Miss Marple sourit à cela. Elle déposa délicatement la photographie sur son étagère, à côté de ses albums de fleurs pressées et du vieux prix scolaire qu'elle avait reçu en 1893 pour
vertu et observation. Cet après-midi-là, le sergent Hadley a effectué une dernière visite pour clore le dossier. Le ministère de l'Intérieur a considéré l'affaire comme close, a-t-il déclaré. Linné sera jugé pour fraude. Quant à Krell, il ne sortira probablement plus jamais de prison. Aucun juge ne le croira. Et Clara? Elle sera légalement réintégrée comme tutrice unique de Lucie d'ici la fin du mois. J'ai demandé à l'officier d'état civil d'accélérer le processus. Ils restèrent assis un moment dans le jardin, les dernières roses ondulant dans la brise. C'était une femme courageuse, dit finalement Hadley. Miss Marple hocha la tête. Oui, elles l'étaient toutes les deux. Et Edwina Banbury aussi. Il louit l'anque à un regard pensif. Tu crois que le village se souviendra d'elle comme ça? Certains le feront, dit Miss Marple. La plupart non. Ils se souviendront de la veuve discrète, réservée, qui servait le thé avec indifférence et regardait trop souvent par-dessus son épaule. Mais c'est peut-être ainsi qu'elle l'aurait souhaité. Il y eut une pause. Et vous? Demanda-t-il. Que va-t-il faire? Toi, souviens-toi. Miss Marple regarda vers le chemin au-delà de la haie, où les premières feuilles tombaient. Je me souviendrai d'une femme qui vivait en silence parce qu'elle voyait ce que les autres ignoraient. Une femme qui se préparait au danger non par peur, mais par détermination. Et qui, le moment venu, agissait sans se plaindre, sans récompense, et sans que personne ne comprenne la véritable profondeur de son acte. Elle se leva et retira une feuille de sa manche. D'après mon expérience, sergent, le véritable courage est presque toujours invisible. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Saint-Mildred reprit son cours normal. Le vicaire prononça un sermon sur la gentillesse envers les étrangers, qui fut plutôt bien accueilli. Madame Crane dirigea le comité de la foire des récoltes avec l'enthousiasme d'un général de campagne. Et au salon de thé, Madame Pertwee reprit sa campagne pour une meilleure qualité des scones. Les rumeurs autour des Mélèzes s'estompèrent. La maison était fermée, son avenir incertain. On parlait d'une nièce de Cheltenham, peut-être, ou d'une vente aux enchères de son contenu. Mais personne ne semblait désireux de succéder à feu Madame Banbury. À Dunmead Cottage, Miss Marple a sorti une nouvelle page de son journal et a écrit quelques dernières lignes sous le titre « La veuve qui acheta 2 cercueils ». Elle n'a pas évoqué de faux documents, ni d'enlèvement. Elle n'a pas détaillé les procès-verbaux, ni cité les déclarations d'hommes effrayés. Au lieu de cela, elle a écrit « Il y a des moments dans la vie où la justice n'est pas un marteau, mais une main immobile, où la protection n'est pas bruyante, mais doucement plantée comme une graine, et où l'amour, même s'il n'est jamais exprimé à voix haute, est enterré dans un second cercueil préparé non pas pour les morts, mais pour les vivants. » Ce fut un moment de ce genre. Elle plia la page, la plaça dans une enveloppe marquée privée et le rangea parmi ses notes. Puis elle reprit son tricot, ajusta le rideau de la fenêtre et retourna au rythme de la journée. Le jardin était calme. Le ciel au-dessus était doux de lumière. Et au fond de tout cela, Miss Marple, toujours vigilante, était assise en silence, ses aiguilles bougeant, son esprit enfin apaisé. C'était un matin gris à Saint-Mildred lorsque le dernier chapitre de l'affaire est apparu discrètement, non pas avec des trompettes ou des gros titres, mais avec une conversation au petit déjeuner. Miss Marple, assise à sa petite table, le de cuisine avec un œuf à la coque et une casserole de Darjeeling faible, avait reçu une dernière lettre, cette fois de Redwick, le détective privé. Écrite sur du papier bon marché, mais avec une gravité surprenante, elle confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps, mais qu'elle manquait de preuves pour affirmer clairement. La fille que Clara Whitby m'a approchée il y a des années, a-t-il écrit. Pas en tant que cliente, mais avec une question. Elle voulait savoir comment un homme comme Krell pouvait être suivi à son insu. Elle le craignait déjà à l'époque, mais elle disait qu'elle avait quelqu'un qui veillait sur elle. Une certaine Madame E.B. à Oxford. Il ne m'a pas fallu longtemps pour deviner son nom plus tard. Je n'ai pas posé de questions, mais je ne l'ai jamais oublié. Miss Marple plia la lettre et la rangea avec le reste. C'était la dernière couture de l'affaire. Le partenariat silencieux entre 2 femmes, chacune plus forte que ce que le monde leur avait attribué. Clara n'avait pas simplement été sauvée. Elle avait prévu sa propre évasion, avait anticipé la nécessité d'un protecteur pour son enfant si quelque chose lui arrivait. Et Edwina Banbury avait endossé ce rôle, consciente du danger que cela impliquait. Finalement, ce n'est ni l'instinct ni la spontanéité qui ont sauvé Lucie.
C'est la détermination partagée de femmes dont la vie leur avait appris à ne pas attendre l'aide des autres. Cet après-midi-là, le sergent Adler revint remettre son rapport final au magistrat et fit un dernier arrêt à Danmid Cottage. Son visage était plus clair, son manteau ouvert au col. « C'est réglé, dit-il. Krell a officiellement retiré toutes ses prétentions parentales. Il n'y a jamais eu de recours juridique, pas après les aveux de Linnet et les documents que nous avons trouvés. Clara et Lucie sont saines et sauves, et son nom est innocenté. » Il marqua une pause. « Et vous aviez raison sur toute la ligne, Miss Marple. » Elle haussa les épaules avec modestie. « J'ai juste observé. Tout était là. » Il sourit. « Vous faites plus qu'observer. Vous comprenez. C'est quelque chose que la loi néglige souvent. » Ils parlèrent peu après. Ce n'était pas nécessaire. Les faits étaient connus. Les vérités, moins, mais elles avaient été préservées plus discrètement. 2 jours plus tard, la cloche de l'église sonna une fois, non pas pour des funérailles, mais pour un enterrement. Aucun nom ne fut lu à voix haute. Personne n'assista au deuil. Mais un petit cercueil en chêne, scellé et vide, fut déposé dans l'ancien terrain de l'église, sous un arbre où la lumière tombait doucement dans l'après-midi. La plaque disait simplement « à ce qui a été empêché ». Miss Marple resta seule un long moment après l'enterrement. Elle ne pleura pas. Mais elle sentit le poids léger de quelque chose qui s'installait, qui perdurait et se concluait. Alors qu'elle revenait par le chemin vers Danmid Cottage, son pas était lent mais sûr. Et dans son esprit, elle n'avait aucune image de violence ou de tromperie, aucun drame judiciaire ou juste châtiment. Seulement le visage d'une femme, Edwina Banbury, qui avait fait ce qui devait être fait sans se plaindre, sans féliciter et sans jamais élever la voix. C'est à cela que ressemble parfois la justice, pensait Miss Marple. Pas triomphant, mais entier. Et calme. Et c'est fait.